Bonjour, bonjour. Novembre rouge. Nous avons fini Novembre rouge en Amérique latine par une bonne nouvelle, une nouvelle rouge qui vient conclure un mois très chargé d'événements politiques en Amérique latine. Nous avons été au Nicaragua, nous avons été au Chili, nous avons été à Cuba, nous avons été au Venezuela et nous allons maintenant au Honduras. Tout cela, c'est réalisable grâce à vous, grâce à vos contributions, car comme vous le savez, Les Deux Rives n'est pas financé et ne sera jamais financé ni par la NED, ni par la USAID, ni par la Fondation Soros, ni par aucun paravent de la CIA. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur le site des Deux Rives, à cliquer sur Soutenez-nous et à réaliser une contribution dans la mesure de vos moyens pour que cet autre son de cloche sur l'Amérique latine perdure, ne s'éteigne pas et vous permette de vous forger votre propre opinion. Ceci étant dit, nous fermons la page publicitaire, mais nous comptons sur vous, bien entendu, et nous allons au Honduras. Alors, au Honduras, il y a eu des élections générales, présidentielles, législatives, les maires aussi. Et en tout cas, au niveau des élections présidentielles, c'est la candidate de gauche, Xiomara Castro, qui a gagné ces élections et qui vient mettre un terme à la page du coup d'État instauré par Barack Obama en 2009 et qui finalement s'était continué jusqu'à donc cette victoire de Xiomara Castro. Alors, pour parler de cela, nous sommes, excusez du peu, avec un invité de luxe qui est un habitué des Deux Rives, puisque nous sommes avec Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et spécialiste incontesté de l'Amérique latine, de tous les pays de l'Amérique latine, y compris des plus petits. Maurice, bonjour, merci d'être avec nous, comment vas-tu? Bonjour à tous, jusqu'à présent tout va bien. Eh ben oui, tout va bien, tout va bien. Bon, nous clôturons Novembre Rouge par une bonne nouvelle, Maurice, donc la victoire de Xiomara Castro. Est-ce que, parce que le Honduras est un peu oublié des grands médias, donc les personnes qui nous regardent ne sont pas forcément au fait de ce qui s'est déroulé ces dernières années dans ce pays. Donc, est-ce que tu pourrais revenir très rapidement sur le Honduras et surtout sur le coup d'État qui a renversé Manuel Zelaya en 2009. Oui, le Honduras, effectivement, ça ne fait pas la lune de l'actualité régulièrement. C'est un petit pays d'Amérique centrale. Ça a longtemps été ce qu'on appelle une República Banana, une république bananière, puisque la United Fruit, la pieuvre verte, s'est implantée là-bas à la fin du 19e siècle. Et puis même avant de parler simplement du coup d'État contre Manuel Zelaya, qui est le 28 juin 2009, il faut rappeler que néanmoins ce petit pays a une grande importance, puisque dans les années 80, il a été le porte-avions des États-Unis pour tenter de déstabiliser la révolution sandiniste qui avait lieu au Nicaragua. Et c'est depuis le Honduras que ce qu'on appelait les Contras étaient entraînés, financés et se lançaient sur le Nicaragua pour tenter de renverser la révolution sandiniste. C'est donc quand même un pays géopolitiquement important, d'autant que depuis cette époque, les États-Unis ont au Honduras leur plus grande base militaire en Amérique centrale, qui s'appelle Palmerola, qui est une base extrêmement importante pour eux géostratégiquement. Alors, effectivement, c'est dans ce contexte qu'est arrivé au pouvoir Manuel Zelaya au début des années 2000. Et Manuel Zelaya n'était pas un gauchiste redoutable, c'était un président qui venait du Parti libéral, qui est un parti de centre-droit, on va dire, mais qui, une fois arrivé au pouvoir, s'est rendu compte que s'il voulait réformer le pays, il fallait vraiment prendre des mesures un peu radicales. Alors la première qu'il a faite, évidemment, et qui n'a pas fait plaisir à Washington à l'époque, c'est qu'il a rejoint l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, du Venezuela, de Chavez, du Nicaragua, de la Bolivie. Et évidemment, Washington a vu ça d'un mauvais œil, mais ça permettait au Honduras de recevoir de l'essence, par exemple, à des prix d'excellente concurrence venant du Venezuela. Et puis, il a pris une série de mesures qui n'avaient rien de révolutionnaire. Il a, par exemple, acheté des médicaments génériques à Cuba.
mais ce faisant, il est entré évidemment, il y a eu un choc avec les principales entreprises importatrices de médicaments au Honduras, et comme par hasard, et malheureusement, l'une d'entre elles, la plus importante, appartenait au patron du plus grand quotidien d'information, La Tribune. Et puis, il a augmenté le salaire minimum, et là, il a affecté directement la compagnie bananière, Chiquita Brands, états-unienne. Il a, il a un aéroport, il y a toujours un aéroport au Honduras, à Tegucigalpa, qui est extrêmement dangereux, qu'il faut, pour les avions, se faufiler entre les montagnes pour venir. Il y a eu de nombreux accidents. Emmanuel Zelaya avait décidé que finalement, on allait installer l'aéroport civil sur la base militaire américaine de Palmerola. Bon, tout ça, cet ensemble de choses ont fait que, évidemment, Zelaya a très vite déplu, et le 28 juin 2009, ça a été, on pourrait presque dire, le premier des coups d'État de la série qui ont suivi. Le premier, pas tout à fait, parce que précédemment, il y en a qui avaient échoué. Hein. Il y avait eu 2002 le Venezuela avec Chavez. Il y avait eu 2008, l'année précédente, tentative de renversement d'Evo Morales en Bolivie. Mais là, pour le coup, Manuel Zelaya a été renversé avec la complicité, il faut le dire, de l'administration Obama. Alors là, pour le coup, je ne pense pas objectivement que c'est Obama qui était responsable. En revanche, celle qui a entrepris de légaliser, entre guillemets, ou de blanchir le coup d'État, c'est Hillary Clinton à l'époque. Hein, puisqu'il faut se souvenir que l'organisation des États américains, qu'on vilipende souvent parce qu'elle est sous la domination des États-Unis, à l'époque ne l'était pas. Il y avait une majorité de gouvernements de gauche en Amérique latine, et donc Hillary Clinton a fait sortir le cas du Honduras de l'OEA et l'a confié à un grand ami des États-Unis, Oscar Arias, président du Costa Rica, et c'est lui qui a manœuvré pour empêcher Zelaya de revenir au pouvoir. Et depuis bah, il faut le dire, le Honduras est devenu ce qu'on appelle un État failli, avec une situation dont on va sans doute parler. Oui, tout à fait, Maurice. Un État failli et puis surtout un narco-État. Il y a des gros scandales de narcotrafic qui mouillent jusqu'au président, non? Jusqu'au président Hernandez. Alors oui, alors ça c'est un gros mal de tête pour les États-Unis. Un gros mal de tête pour les États-Unis parce qu'ils ont toujours soutenu donc le Parti national au pouvoir depuis le renversement d'Emmanuel Zelaya. Et il se trouve qu'effectivement, ce Parti national, l'élite politique au pouvoir au Honduras, est complètement mouillée avec le narcotrafic. Le Honduras est devenu là alors, une nouvelle plateforme, mais cette fois de transit du narcotrafic venant de Colombie, venant de l'Amérique du Sud. Et on a, je vais dire, on a une série d'éléments qui sont évidemment tout à fait stupéfiants, puisque, par exemple, le premier président, après Manuel Zelaya, Porfirio Lobo, s'est vu interdire d'entrer aux États-Unis, de même que son épouse, Elena Bonilla, pour avoir accepté des pots de vin du narcotrafic. Et puis, alors, il y a évidemment le cas le plus spectaculaire, qui est le frère de l'actuel président. Hein. L'actuel président s'appelle Juan Orlando Hernandez, et son frère, Tony Hernandez, a été condamné à perpétuité aux États-Unis pour narcotrafic à grande échelle. Il y a par ailleurs, dans l'élection qui vient d'avoir lieu, il y avait le candidat du Parti libéral, Yanni Rosenthal, qui a fait 3 ans de prison aux États-Unis pour blanchiment d'argent. On est donc dans un État qui a été complètement pénétré par les structures paramilitaires. Et évidemment, d'une certaine manière, ça favorise l'arrivée de Xiomara Castro parce que les États-Unis, contrairement à ce qui s'est passé en 2013 et 2017, n'a pas vraiment intérêt à conserver le Parti national au pouvoir. Oui, alors dans le cas de Tony Hernandez, c'était pas seulement donc le frère du président et un narcotrafiquant notoire. Il me semble qu'il est aussi un des responsables des finances du Parti national. Oui, 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 on a comment dire, on a une pénétration totale. On ne sait pas si c'est le pouvoir politique qui a pénétré le narcotrafic ou le narcotrafic qui a pénétré le pouvoir politique, mais il y a effectivement un certain nombre de cartels. Il y avait le cartel de Los Valles, il y avait le cartel des Chaquiros, qui ont complètement gangréné ce pays. Alors évidemment, avec une conséquence notoire, c'est une insécurité phénoménale. Le Honduras est un des pays qui a les taux de domicile les plus importants du monde, hein, même s'il a diminué ces dernières années.
Et puis, c'est rajouté là-dessus le fait qu'on a un État, on pourrait dire qu'en gros, si on prenait une expression pour s'amuser un peu, que depuis le coup d'État de 2009, le Honduras vit sous la dictature de la CIA. Corruption, insécurité, autoritarisme. Ah, Pourquoi c'est très bon ça. pourquoi autoritarisme? Parce que les deux élections qui ont précédé, Oui. 2013 et 2017, ont été entachées de fraude. Hein. Alors 2013, moi j'étais présent au Honduras, là pour le coup j'ai assisté à cette élection. Il y avait, je me souviens très bien que les accusations de fraude remontaient de partout. Et à l'époque, le soir le soir du scrutin, je me trouvais dans l'hôtel de la capitale où il y avait le Conseil national électoral, et il y avait là la chef de la mission d'observateur de l'Union européenne, hein, qui est une Autrichienne verte, Ulrike Lunacek, et je l'avais interrogée en lui disant, mais attendez, là pour le moment vous ne dites rien, et de partout remontent des plaintes, remontent des accusations, et elle m'avait répondu tranquillement, oui, c'est vrai, mais le Honduras est en crise et il ne peut pas se permettre il peut pas se permettre une crise supplémentaire. Libre aura bien le temps de gagner une autre élection. C'est-à-dire qu'en fait, on avait entériné une fraude manifeste. Oui, l'Union européenne avait entériné une fraude manifeste L'Union en notre européenne. nom. On voit bien d'ailleurs la rigueur de ce genre de mission. Je dis ça parce que évidemment, ils viennent d'émettre un rapport complètement biaisé selon leurs propres intérêts sur l'élection transparente et démocratique au Venezuela. Donc, nous avons un État failli, nous avons un président qui est entaché de scandales de narcotrafic. Alors, la petite parenthèse, mais c'est toujours bon de le rappeler. Je rappelle qu'il y a quelques mois, Juan Guaido avait félicité Juan Orlando Hernandez pour sa lutte contre le trafic de drogue. Bon, entre brigands, voyous et mafieux, évidemment, ils s'entendent. Le pays est à la dérive complète. Nous voyons des caravanes de migrants honduriens taper à la porte du Mexique d'abord pour aller aux États-Unis. Bizarrement, ces migrants-là n'intéressent ni les ONG, ni ACNUR, ni l'Organisation internationale des migrations. Le pays est en crise et c'est sur ce contexte politique et social qu'ont lieu donc les élections de 2021. Maurice, est-ce que tu peux nous présenter, nous dire un mot sur Xiomara Castro? Qui est Xiomara Castro? Alors, Xiomara Castro, c'est l'épouse de Manuel Zelaya. Elle est impliquée depuis très longtemps dans la lutte, hein, puisque après le renversement de son mari, elle a été très active au sein du Front de résistance contre la dictature qui a précédé la création du Parti Libre. Et si c'est vrai que régulièrement, parce que c'est un couple en fait emblématique au Honduras, si on mentionne régulièrement que c'est la femme de Manuel Zelaya, c'est aussi une personnalité qui a sa propre vitalité et qui n'est pas uniquement Madame de. Hein, Tout à fait, comme Christina Kirchner en Argentine, par voilà, exemple. tout à fait. Alors, elle s'est donc présentée déjà en 2013. Et là, pour le coup, c'est ce que je racontais à l'instant, elle avait donc été victime, là, à l'évidence, d'une fraude, hein, qui avait porté au pouvoir Juan Orlando Hernandez. Et il faut rappeler qu'en 2017, il y a eu, là encore, il faut le dire, parce que normalement, Juan Orlando Hernandez n'avait pas le droit de se représenter. Hein. Et en fait, c'est la Cour suprême de justice qui a déclaré inapplicable l'article de la Constitution qui contenait l'interdiction de la réélection. C'est-à-dire qu'en fait, il a transgressé la Constitution. Et en 2017, Xiomara Castro s'était effacée parce qu'on considérait que, un peu comme Christina Kirchner, elle était trop clivante avec son mari Manuel Zelaya, et donc s'était présenté un allié actuel de Livre, Salvador Nasralla, qui avait été crédité de 41% des voix contre 42% à Juan Orlando Hernandez, et qui donc avait été déclaré vaincu, mais dans des conditions extrêmement troubles. Et cette année, c'est Xiomara Castro, au nom du Parti Libre, qui s'est présenté dans la mesure où la situation du pays est devenue tellement calamiteuse que le fait d'être clivant ou pas clivant, finalement, n'a plus une très grande importance. Et Salvador Nasralla, lui, devient le numéro 2, c'est-à-dire le candidat à la vice-présidence. Voilà. Alors, elle se présente avec un programme très ambitieux. D'une part, elle a donc déclaré que le centre de son programme, c'était la tenue d'une Assemblée nationale constituante
pour refonder les cartes de la démocratie, non, au Honduras. Et puis, ça s'accompagne d'une promesse non seulement de dérogation des lois qui ont soutenu la dictature du Parti national et toute une série de mesures donc, contre la corruption qui, bien évidemment, mine le Honduras et aussi de mesures pour impulser la démocratie participative. En dehors de ces mesures, alors très ancrées, je dirais, dans le changement social, il y a évidemment des mesures pour renforcer l'État et les services publics, bien entendu. Alors évidemment, ça fait rager les médias. Il y a certains médias qui ont accusé Mme Xiomara Castro d'avoir fait écrire son programme par le Venezuela. Donc évidemment, l'épouvantail vénézuélien revient à chaque fois qu'il y a une élection en Amérique latine et ailleurs. D'ailleurs, en Europe aussi, on le voit apparaître de temps à autre. Parmi les mesures, alors là, c'est intéressant pour que vous voyez un peu le niveau des dingos de la droite au Honduras. Madame Xiomara Castro veut établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Les mecs, ils sont tellement à droite qu'ils sont restés dans la période avant Nixon. Ils ne reconnaissent que Taïwan. Donc, bienvenue dans le 21e siècle au Honduras. Madame Xiomara Castro veut établir des relations diplomatiques avec la Chine. Je dirais, il était temps. Et ça fait même un scandale la Chine communiste, le Venezuela, etc. Donc, elle était évidemment dans un contexte médiatique hostile. Et comment a-t-elle fait, Maurice, pour, d'une part, finalement gagner cette hégémonie politique, et puis d'autre part, pour s'assurer de la victoire, malgré le résultat, je dirais, malgré les autorités électorales, puisqu'elle avait déjà été volée, on va dire, 2 fois, comment a-t-elle fait, cette fois-ci, pour s'imposer? Alors, il y a plusieurs réponses à la question. La première réponse, c'est que la situation du Honduras est tellement calamiteuse que la victoire de l'opposition, on pourrait dire, s'impose quasiment, hein, quel qu'ait été le candidat. Par ailleurs, elle a donc passé cette alliance avec Salvador Astrada, qui est une force, alors qui n'est pas un homme de gauche, qui n'est pas un révolutionnaire. On dirait du centre-droit, peut-être, pour un peu… Qui vient du centre-droit, d'un parti anti-corruption, mais qui, évidemment, a élargi sa base. Quelle est la grande différence avec les 2 élections précédentes et quelle est la raison pour laquelle, alors qu'il faut quand même le signaler, jusqu'au moment où nous parlons, le Parti national n'a toujours pas reconnu sa défaite et ses dirigeants continuent à dire qu'ils ont gagné. Il faut avoir ça quand même bien dans un coin de notre tête. Il faut rappeler que le Conseil électoral a 30 jours pour proclamer les résultats. Donc là, on s'avance un petit peu. Je veux dire, il y a 20 points d'écart entre Xiomara Castro et Nasri Ashfoura, le candidat du Parti national. Mais restons prudents, précisément compte tenu de ce qu'est le Honduras. Mais quand même, la grosse différence, c'est qu'effectivement, en 2017, par exemple, s'il a été relativement aisé d'écarter Salvador Nasrallah et d'enlever sa victoire à Salvador Nasrallah, qui avait passé son accent avec une alliance avec Libre, c'est que la différence était extrêmement minime, un peu comme au Pérou lorsque Pedro Castillo gagne avec 40 000 voix d'avance. C'est extrêmement minime. Là, il y a 20 points, il y a 20% de différence. Enfin, il y a 20 points plutôt, il n'y a pas 20%. Donc, il est quasiment impossible d'annoncer une fraude, de trafiquer le résultat. Donc, la victoire là, de Xiomara Castro s'impose manifestement. Et par ailleurs, élément auquel je me suis attaché il y a un instant, c'est que les États-Unis pourraient difficilement soutenir une manœuvre illégale de Juan Orlando Hernandez dans la mesure où il est quasiment persona non grata aux États-Unis. Donc, pour le moment, toutes les cartes sont dans la main de Xiomara Castro, mais je le répète, il faut rester prudent. On n'a pas encore les résultats définitifs. Là, on parle sur environ 50% des résultats. Maurice, est-ce que tu as des résultats pour les législatives au Honduras? On a pour le moment, c'est pour ça que je suis prudent, on n'a pas encore des résultats définitifs. On a des tendances. Au niveau des législatives, le Libre n'aurait pas la majorité à l'Assemblée nationale, mais avec une coalition d'autres partis, il peut assez aisément tenir la situation. Par contre, il y a un élément important, c'est que ça a été même
compris une grande surprise, puisque la capitale Tegucigalpa était tenue depuis 30 ans par le Parti national, et c'est Jorge Aldana, le candidat de Libre, qui est devenu maire de la capitale Tegucigalpa, de même que c'est un candidat de Libre qui est maire de San Pedro Sula, qui est le grand pôle économique du Honduras. Donc là, on a une victoire manifestement qui est une victoire éclatante. Alors, elle va pas. Bon, si l'on admet que Mme Xiomara Castro a gagné la présidence, elle va pas avoir un chemin facile, mine de rien, puisque elle est à la fois, je dirais, tenue par son alliance avec le candidat beaucoup plus modéré de centre droit, Nasrallah, qui évidemment voit pas forcément d'un très bon œil toutes les mesures très radicales qui sont dans le programme de gouvernement de Libre. Et puis, elle n'aura pas la majorité donc absolue à l'Assemblée nationale. En quoi ça va influencer la politique de Mme Xiomara Castro comme présidente? Je veux dire, il faut évidemment considérer qu'on ne va pas avoir une politique révolutionnaire, on va avoir une politique de centre-gauche qui tient compte des rapports de force. Alors à cet égard, d'ailleurs, c'était très, très amusant d'écouter la radio hondurienne le 22 au matin. Donc là, je ne sais même plus combien on est. Oui. Le 22 au matin, moi j'ai écouté HRN et Honduras Radio Nationale. Et tout le discours, c'était « mais il faut que Xiomara Castro se rappelle que tous les Honduriens doivent être pris en compte et qu'il ne faut pas qu'elle prenne des mesures qui heurtent une partie des Honduriens et qu'il faut qu'elle travaille avec le patronat et qu'il faut qu'elle travaille avec la droite ». C'était assez comique de voir la pression que met déjà la droite sur Xiomara Castro. Donc, elle va dire, la politique qu'elle va avoir, même si c'est une politique de centre-gauche par rapport aux 12 ans que vient de connaître le Honduras, ça sera par définition une amélioration. Il y a par exemple un aspect important dont on n'a pas parlé, c'est la paysannerie, dans la lutte contre les grandes plantations de palmes africaines. Très clairement, Xiomara Castro, dans son programme, a annoncé la prise en compte des petites et moyennes entreprises, de la paysannerie, d'une réforme de la terre. Alors, pas une réforme agraire, mais une réforme au moins sur les aspects les plus scandaleux de la politique agraire du Honduras. Donc, elle va évidemment devoir y aller avec prudence dans la mesure où on le sait, on a l'exemple du Pérou en ce moment, on a l'exemple de la Bolivie où la droite est à l'offensive, même si la contre-offensive avec la Grande Marche qui a été organisée par Evo Morales est manifestement un succès, elle vient d'arriver à La Paz, on voit l'attitude de la droite au Venezuela, donc il n'y aura pas de cadeau. Et là pour le coup, c'est un petit peu, comment dire ça, ça va chagriner peut-être les prophètes de la fin de cycle. On vient quand même de voir, là, en quelques mois, je veux dire, une victoire au Pérou, indépendamment des difficultés qu'il y a eu ensuite pour Pedro Castillo, une victoire au Venezuela, une victoire au Nicaragua, aujourd'hui une victoire au Honduras, et donc la gauche... Peut-être demain au Chili. Alors, évidemment, avec un éventail de gauche qui ne se ressemble pas forcément, voilà. Certaines étant plus radicales, certaines étant plus modérées, il n'empêche qu'effectivement, le discours de fin de cycle ne tient pas debout. Et bon, du coup, oui, petite transition ratée. Il y a un trou là, il y a eu un trou. Il faudra qu'on le retravaille, très bien, très bien. Maurice, donc un programme évidemment où elle va devoir composer, faire avancer son plan de gouvernement. En revanche, peut-on s'avancer sur le fait que ça sera qu'elle aura une position anti-impérialiste ou au moins favorisant l'intégration régionale? C'est évident, je veux dire, là pour le coup, aussi bien son discours que celui de Zelaya. Je rappelle que Manuel Zelaya est le chef de campagne de Libre, donc il est toujours très présent dans la vie politique. Ils n'ont pas oublié le coup d'État de 2009, ils n'ont pas oublié l'ALBA. Alors je ne sais pas si l'Honduras réintégrera l'ALBA, ce qui serait sans doute considéré comme une provocation par la droite et nationale
et internationale. Donc là, il faut évidemment tenir compte des rapports de force, mais il est évident que Zelaya n'hésite pas régulièrement à mettre en cause les États-Unis, la politique des États-Unis, les déstabilisations menées par les États-Unis. Et donc, sans entrer en conflit avec Washington, il est évident que l'Honduras va rejoindre le camp des gauches latino-américaines qui, par exemple, à travers le Mexique, Andrés Manuel López Obrador a mis en cause récemment l'Organisation des États américains, veut renforcer la communauté des États latino-américains Caraïbes, la CELAC, et là on a une pièce qui se déplace, qui ne sera plus dans l'agression par rapport au Nicaragua ou par rapport au Venezuela. Donc voilà, il y a un déplacement. De là à attendre des grands bouleversements, c'est peut-être aller un peu vite. Manuel Zelaya, à l'époque, n'était pas entré en guerre avec les États-Unis, c'était simplement un président qui, au nom de la souveraineté nationale, essayait de mener une politique réformiste, qui n'avait rien de plus que réformiste. Oui, et donc, du coup, quelles vont être les implications régionales? Tu viens de nous en toucher un mot. Je dirais presque plus locales en Amérique centrale, puisque, comme vous le savez tous, Maurice l'a mentionné dans la première partie de cette émission, mais le Honduras partage une frontière, évidemment, avec le Nicaragua pestiféré, le Nicaragua qui subit des injustices médiatiques et le Nicaragua qui est surtout sous le feu des États-Unis par un blocus, enfin, en tout cas des sanctions. Quelle va être la position par rapport au Nicaragua, parce que là, il y a des implications directes. Quelle va être la position donc, de Mme Xiomara Castro sur le Nicaragua, sur Cuba, sur le Venezuela? Je pense qu'on va retrouver une position de principe qui est celle du Mexique, qui est celle d'un certain nombre de pays, c'est-à-dire le respect de la souveraineté nationale. Le Honduras n'a pas vocation à s'ingérer dans la politique du Guatemala, du Salvador ou du Nicaragua. Il faut néanmoins rappeler qu'en 2008, au moment de la crise insurrectionnelle au Nicaragua, Manuel Zelaya avait pris parti pour Daniel Ortega en dénonçant une agression. Manuel Zelaya, il a une dette à l'égard du Nicaragua, il faut le rappeler, puisque au moment du coup d'État de 2009, il faut se souvenir, il est chopé par des militaires le matin dans sa résidence. En pyjama. En pyjama, il est mis dans un avion. L'avion, entre parenthèses, fait une escale sur la base américaine états-unienne de Palmero. Les États-Unis se rendent compte de rien. Alors là, je suggère à ceux qui nous regardent, celles qui nous regardent, un jour de prendre un avion, d'atterrir sur une base américaine sans prévenir personne et de voir ce qui va se passer. Mais bref. Non, moi je ne vous le conseille pas. Non, on n'a pas dit ça sur les deux rives. Non, je ne faire pas la mort de personne sur la conscience. Nous nous désolidarisons des conseils de Maurice Lemoine. Continuons. Donc, les États-Unis ne se rendent compte de rien et donc Manuel Zelaya repart et arrive au Costa Rica. Et du Costa Rica, il va passer au Nicaragua. Il va être accueilli par Daniel Ortega, par le gouvernement de Daniel Ortega. Il va être aidé par Ortega, qui va l'aider à aller sur la frontière. Zelaya va tenter de rentrer au Honduras, ça va échouer. Finalement, il rentrera clandestinement plus tard et se réfugiera dans l'ambassade du Brésil, aidé et soutenu par Lula. Là, on avait la grande famille latino-américaine. Et donc, Zelaya n'a pas oublié. Il a une dette à l'égard du Nicaragua. Donc, ce qui va changer, ce n'est pas forcément qu'il va s'engager dans une grande, que Xiomara Castro va s'engager dans une grande politique de défense du Nicaragua, etc., etc., etc. Mais au moins, l'agression contre le Nicaragua va se terminer venant du Honduras. D'ailleurs, il faut noter que Juan Orlando Hernández, la droite hondurienne, c'est pas non plus vraiment mouillé pour attaquer le Nicaragua et rejoindre l'ensemble des droites latino-américaines qui se sont déchaînées et européennes qui se sont déchaînées contre Daniel Ortega. À la différence du Costa Rica. Oui, juste une petite précision sur quand donc Zelaya s'était réfugié donc à l'ambassade du Brésil, c'était pas sympathique. Il n'était pas là pour manger des petits fours. Moi, j'avais une copine donc militante de Libre, Waldina, que j'en profite pour saluer, qui était aussi par la force des choses dans cette ambassade au début, en tout cas. C'était atroce. Les putschistes avait déployé un système de son extrêmement aigu pour que les personnes à l'intérieur ne dorment pas, avait fait un blocus pour qu'il n'y ait pas d'entrée de nourriture, etc. Donc c'était, voilà, hein, c'est ça le coup d'État. Et pendant ce temps-là, on réprimait évidemment dans la rue. Alors, Maurice...
attends, je t'arrête. Là, on Ouais. retrouve un mécanisme qu'on a aussi connu en Bolivie, lorsqu'un certain nombre de ministres se sont réfugiés dans l'ambassade du Mexique, là encore, du Mexique, et qu'ils ont été assiégés pendant 2 ou 3 mois par la répression du gouvernement de Janine et Agnès, avec des groupes de choc qui entouraient l'ambassade. Et il y a eu à un moment une crise extrêmement sévère entre AMLO, Andrés Manuel López Obrador, et le gouvernement illégitime de Janine et Agnès. Les procédés sont similaires, on retrouve les mêmes histoires. Oui, et j'en profite d'ailleurs pour signaler que lorsque Leopoldo López, donc le criminel fugitif vénézuélien, s'était réfugié à l'ambassade du Royaume d'Espagne, le Venezuela n'avait pas agi de telle sorte, hein, soit dit en passant. Voilà, c'est toujours bon de comparer un peu ce que fait une dictature bolivarienne par rapport à ce que fait une démocratie adoubée par les Occidentaux. Et bien justement, ça va être ma dernière question, Maurice. On voit quand même une sacrée hypocrisie sur ce thème du Honduras, non? Parce que un narco-État qui ne souffre absolument d'aucune pression, ni médiatique, ni politique, dont les fraudes sont complètement avalisées par l'Union européenne, il y a quand même un deux poids, deux mesures là, hein, par rapport à ce qui se passe dans les pays révolutionnaires. Bah, oui, oui, non, mais ça, c'est une évidence, mais ça dure y compris depuis le coup d'État contre Zelaya. Souvenez-vous, que la majorité des médias avait fait porter la responsabilité de ce coup d'État à Zelaya. Est resté dans les mémoires, en tout cas dans la mienne, mais je ne suis pas tout seul, le titre de Libération. Oui. Zelaya, le putsch au crime. Hein, c'était Zelaya le responsable, quel était son crime à l'époque, à ce moment, indépendamment des mesures dont on a parlé en début d'entretien, c'est qu'il voulait organiser une consultation populaire pour savoir si les Honduriens étaient d'accord pour installer une quatrième mur pour convoquer une Assemblée nationale constituante. C'est-à-dire que lorsque Xiomara Castro dit aujourd'hui qu'elle veut organiser une constituante, elle reprend une idée de Zelaya à l'époque qui avait servi de prétexte pour renverser Zelaya par une opposition qui considérait, qui a réussi à instiller dans l'opinion internationale que Zelaya, en organisant cette consultation, voulait se perpétuer au pouvoir, ce qui était absolument ridicule, puisque cette consultation devait avoir lieu le même jour que l'élection présidentielle à laquelle il n'avait pas le droit de se représenter. Oui, et d'ailleurs, ce stratagème médiatique, c'était pas, c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, on se rappelle du coup d'État. Alors là, un peu plus loin dans le temps, mais contre Chavez en 2002, ou le coup d'État contre Evo en 2019. À chaque fois, les médias, y compris des médias dits de gauche, renversent le récit historique et politique et remettent la faute sur la victime. Oui, et là, on est pour le coup dans les nouvelles stratégies de coup d'État qui sont mises en œuvre. On n'est plus à l'époque du Chili de Salvador Allende, où on avait l'armée dans la rue, des mitraillettes, des prisonniers dans les stades, etc., etc. On fait les choses beaucoup plus discrètement. Et en ce qui concerne le coup d'État au Honduras, ça avait été le premier d'une série de golpes et où on a eu la même technique. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc ce sont des militaires qui prennent Zelaya, qui le mettent dans un avion, qui l'expulsent et qui rendent immédiatement le pouvoir aux civils, de sorte que pour les gens un peu distraits, on ne se rend pas compte que c'est un coup d'État. Oui, et d'ailleurs, j'en profite pour vous recommander le livre de Maurice Lemoine, figurez-vous, Les enfants cachés du général Pinochet, il me semble que le titre, Ouais. voilà, où Maurice revient sur toutes ces nouvelles stratégies de coup d'État des États-Unis en Amérique latine. Le livre est fabuleux, comme de coutume. Maurice, merci beaucoup. Eh bien, à bientôt Bon, et puis pour une prochaine victoire. voilà, très bien. Et puis tu as vu sur la dernière question, on a fait une transition impeccable. Donc, nous partons contents. Voilà. Maurice, donc merci à toi de nous éclairer sur le Honduras. Donc, merci à vous, évidemment, de nous suivre. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est important parce que le Honduras, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, comme dans la plupart des pays d'Amérique latine, il y a une actualité politique très intéressante, bouillonnante et révolutionnaire. Et ça, évidemment, vous ne le trouvez que sur les deux rives. C'est pour cela que nous vous invitons à contribuer sur notre site pour que cette autre voix, cet autre son de cloche
ne s'éteignent pas et pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Comme nous le répétons à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de croire Maurice, vous n'êtes pas obligé de le croire, vous n'êtes pas obligé de croire les deux rives, mais au moins, vous avez une autre opinion pour vous forger votre propre opinion et on finira sur cette redondance atroce. Je vous remercie. Comment? Hasta luego. Ciao, hasta luego. Merci à tous.